On est à un moment charnière de l'histoire du Mac. Lors de la dernière WWDC, Apple a annoncé non seulement une refonte importante de macOS, mais également une transition vers ses propres processeurs ARM, chose qui m'a laissé plutôt songeur. Je me suis dit que l'occasion était donc parfaite pour revisiter ce qui semble être le chant du cygne d'Intel sur un MacBook Pro, que j'ai utilisé d'ailleurs intensément pendant 2 mois, à la fois pour mon travail, pour rédiger mon mémoire de recherche et pour la chaîne YouTube. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on jette un probable dernier regard sur un MacBook Pro 13 pouces sous Intel, après 2 mois d'utilisation. Comme d'habitude sur cette chaîne, on va commencer par expédier les spécifications techniques pour se concentrer sur des choses plus intéressantes. Alors il faut noter que je vais ici vous parler de la version accessible du MacBook Pro, celle dotée de 2 ports Thunderbolt. Si vous avez vu ma vidéo setup, vous le savez, j'en utilise 2 au quotidien. Le premier et principal me sert pour la chaîne YouTube et mes usages perso et estudiantins. Il s'agit de la configuration la plus basique, 8 Go de RAM, un Core i5 de 8ème génération, ça commence à remonter, et Dieu merci enfin 256 Go de stockage de base, au débit franchement généreux ceci dit. Mon second MacBook Pro me sert pour mon stage de marketeur chez WeThings, il est identique au premier, à l'exception du fait qu'il possède 16 Go de RAM, histoire que je puisse bosser sans me soucier de laisser mes programmes ouverts, et avec quelques onglets Chrome aussi. Après 2 mois passés avec, force est de constater que effectivement ce petit Core i5 est très à l'aise. En termes d'usage courant, ce MacBook affiche une fluidité et une rapidité juste indécentes, difficile de lui reprocher grand chose, même pour une puce dont la génération remonte à 2017. Je pense que cette absence de reproche se ressent davantage dans la stabilité du système que dans ses performances pures. Certes, même avec le modèle de base, j'ai eu aucun souci pour faire tourner Photoshop, Audition, Premiere Pro et même Final Cut, mais c'est pas tant dans leur rapidité qu'ils m'ont bluffé, mais plutôt dans l'absence de problème ou de plantage. C'est une des raisons qui font que j'aurais peut-être un petit peu de mal à revenir sous Windows. Si globalement Windows me paraissait un petit peu plus rapide, Premiere Pro frisait très régulièrement au point que j'ai l'impression que le raccourci clavier pour sauvegarder ma progression dans mon montage s'était inscrit dans mon code génétique. C'est pareil quand je suis chez WeThings, je suis chargé de réaliser des campagnes de mailing entre autres, je dois donc régulièrement éditer des photos produits sous Photoshop, faire des mock-ups sous Sketch et un peu de développement web tout en m'assurant que ma conception est compatible avec tous les clients de messagerie, tout ça simultanément. Inutile de vous dire que c'est un scénario où les plantages sont probables et pourtant ça ne m'est jamais arrivé. Alors évidemment je vais pas vous faire l'affront de vous l'expliquer en disant que macOS fait l'objet d'une optimisation certaine d'Apple pour tourner sur ses propres machines, tout le monde est au courant à ce niveau-là je pense, mais également potentiellement par une des spécificités techniques de la pomme qui me font l'apprécier, le coprocesseur Apple T2. Il s'agit en fait d'un processeur ARM qui vient ici épauler le Core i5 pour des tâches courantes de sécurité, la gestion de Touch ID, le chiffrement et déchiffrement en temps réel de vos données, la gestion des micros et de la webcam, mais également la gestion de certains codecs vidéo et même des exports sous Final Cut, autant de tâches qui du coup sont déchargées du Core i5 et lui permettent de se concentrer sur autre chose. Je vous conseille de lire sur le sujet si ça vous intéresse, c'est en fait assez intéressant étonnamment. La puce T2 serait en fait un dérivé de la puce Apple A10 qui fait tourner les iPhone 7 et le dernier iPad d'entrée de gamme, tout en fonctionnant sous BridgeOS, un dérivé de WatchOS. C'est franchement cool et plutôt original. Le seul problème que j'ai vraiment ressenti avec ce MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme, c'est qu'il a tendance à chauffer assez sensiblement quand il est relié à un moniteur externe, mais pas autrement. C'est assez dérangeant notamment quand je suis au bureau parce que je dois toujours utiliser son trackpad et son clavier, et donc avoir quelque chose d'aussi chaud sous les doigts, c'est pas très agréable, d'autant que si ces ventilateurs partent, enfin voilà, c'est quand même assez chiant. C'est vrai que par principe, payer 1500 € et se retrouver avec un Core i5 d'ancienne génération, ça peut sembler scandaleux, parce que ça l'est en un sens, mais dans les faits, même en étant de mauvaise foi, il faut reconnaître que techniquement parlant, ce MacBook est assez intéressant en tant que plateforme. C'est d'ailleurs sans parler des qualités de surface propres à un MacBook. Le design soigné, le parfait équilibre de sa construction qui donne réellement une sensation de densité mais un poil lourde pour du 13 pouces, et surtout cette dalle. C'est vraiment un point qui ne vieillit pas avec ce MacBook. Déjà oui, ses bordures craignent un petit peu sur un appareil haut de gamme, c'est vrai, je suis totalement d'accord, et j'aurais vraiment apprécié un 14 pouces aux bordures rabotées, mais passons. Force est de reconnaître par contre que 13,3 pouces avec une résolution de 2560 par 1600 pixels, le tout avec un rendu des couleurs parfaitissime en DCI-P3, une luminosité excellente, une homogénéité parfaite, c'est quand même vraiment très agréable et je pense pas qu'en termes de rendu on trouve mieux en IPS, idéal pour de la colorimétrie, pour de la retouche photo, ce genre de choses. Au quotidien, ce format me plaît toujours autant en tout cas, il se glisse dans un sac sans problème, il n'est pas encombrant, il est parfait pour les tables étroites des amphis de la fac, ce genre de choses, et ce que j'apprécie vraiment c'est surtout le fait qu'avec mon petit setup et les ports Thunderbolt, il me suffit de brancher un seul port pour bénéficier d'une vraie expérience d'ordinateur de bureau, les performances un poil sacrifiées évidemment, et en débranchant ce même port, je me retrouve avec un ultrabook polyvalent, plutôt stylé, facilement transportable et même relativement endurant. Ce MacBook tenant assez facilement entre 6 et 10 heures en fonction de ce que vous y faites. Encore une fois c'est bête, mais ce genre d'installation est vraiment agréable au travail également, quand tu oscilles entre ton travail au bureau et des réunions, pouvoir rapidement t'installer et partir avec la machine, c'est pratique. Ça justifie en un sens le fait d'utiliser des adaptateurs plutôt que d'avoir les ports directement sur la machine, mais bon, ça je vous laisse vous faire votre propre avis. Globalement, les choix d'Apple en matière
d'ingénierie mécanique sont difficilement discutables en dehors des bordures de l'écran. Le châssis est impeccable et même sa finesse a été revue pour être plus raisonnable et permettre l'intégration d'un clavier plus propre. Et oui, après 2 mois d'utilisation, je dois dire que j'ai plutôt oublié l'ancien clavier papillon que j'appréciais pas mal dans sa dernière livrée par ailleurs, pour vraiment tomber amoureux de ce Magic Keyboard. Il effectue un compromis que je trouve appréciable entre le clic ferme du mécanisme en papillon et la course large des ciseaux traditionnels pour un résultat agréable sous les doigts et dans les oreilles. Le trackpad de ce MacBook me bluffe toujours autant par ailleurs, même après des années. Ses retours haptiques sont tout simplement largement supérieurs aux clics mécaniques des autres machines. Il n'y a vraiment que les touchpads des Surface Laptop et de certains XPS que je trouve utilisables à part lui. Seule frustration, l'éternel débat sur l'intégration d'un écran tactile sur un ordinateur portable. Alors pour être honnête, c'est un point que personnellement je comprends pas trop étant donné que je hais très sincèrement les traces de doigts. Donc même sur mes Surface, j'ai toujours eu tendance à utiliser l'écran tactile le moins possible. Je pense pas que ce soit indispensable, mais c'est vrai qu'il y a des gens ça dérange, donc autant le citer. Pour revenir sur le trackpad, je pense que ce qui le rend si unique et agréable, c'est pas tant sa mécanique, mais plutôt son software et donc quelque part macOS. Ce que j'apprécie avec Apple et plus globalement avec toutes les entreprises qui intègrent hardware et software, comme c'est le cas de Google avec ses Pixels, c'est que chaque ajout matériel va pouvoir être pleinement exploité par le logiciel. Prenez le trackpad justement, son utilisation est pleinement intégrée à macOS. Sur cet OS, tout s'effectue par des swipes. On accède au launchpad en pinçant avec 4 doigts, on zoome avec 2 doigts, on peut facilement gérer ses programmes en plein écran, ce qui est un bonheur quand je suis au bureau justement. Tout s'effectue de manière très organique, l'interface répond au rythme de vos gestes, on a vraiment la sensation que l'ordinateur vous répond et s'adapte à votre rythme. La petite touche que j'apprécie également, c'est l'utilisation de Force Touch pour obtenir la définition d'un mot rapidement ou pour obtenir un aperçu d'un lien web. C'est vraiment ce genre de petites choses qui sont appréciables au quotidien, mais une fois qu'on en a pris l'habitude, ça devient presque indispensable quelque part. De manière générale, Apple tire parti de son contrôle software pour aller dans le détail en matière du UX design. Prenez quelque chose comme le drag and drop de fichiers par exemple. Si vous prenez un fichier, vous le déplacez au-dessus d'un dossier dans votre barre latérale, il se morphe en une petite icône pour vous faire comprendre que vous pouvez l'y déposer. C'est vraiment bon, c'est le genre de touches disséminées dans tout un OS qu'on prend vite pour acquis mais qui prennent du temps à implémenter et qui viennent vraiment encadrer une bonne expérience. C'est un peu pareil dans un cadre professionnel, mais là l'intérêt de fonctionner principalement avec des MacBooks tient en un mot, AirDrop. Tout le monde s'en sert tout le temps, c'est simple, c'est fiable, ça évite les galères avec des clés USB et tu peux même transférer des fichiers relativement gros à distance. Donc voilà, pour le meilleur et pour le pire, dans un environnement de travail, si tu ajoutes ça à la relative sécurité et stabilité des MacBooks, ça devient un choix de base. Après, il faut avouer qu'en face, Microsoft fait de gros efforts avec Windows, j'apprécie beaucoup le nouveau Fluent Design notamment, et je pense effectivement qu'avec les sirènes de produits comme le Surface Book, je risque de craquer un de ces 4, mais voilà, à vous de choisir la plateforme qui vous plaît le plus. C'est bien beau tout ça et ces éléments me font dire qu'aujourd'hui, oui, ce MacBook Pro est une excellente machine pour un budget de 1500 €, mais à certaines conditions. Je pense que ce qu'il faut, c'est que vous soyez intéressé par une machine non pas par ses performances brutes, ce qui peut aussi se comprendre dans certains scénarios et en fonction de votre personnalité, mais par son package plus global, par son attention aux détails, à la construction, son software soigné et intégré avec minutie. C'est également ça que vous payez sur un MacBook. Après évidemment, il faut apprécier macOS et Apple en général, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et ça se comprend, et si ce n'est pas votre cas mais que vous voulez une machine dans le même style, je ne saurais trop vous conseiller le Surface Laptop 3, c'est dingue à quel point ce laptop me manque. Après quoi qu'il en soit, est-ce que vous devriez acheter ce MacBook Pro désormais? À la lumière de l'annonce d'Apple d'une transition vers ses propres processeurs ARM, c'est vrai que c'est une question légitime. Disons que quoi qu'il arrive, gardez en tête que les processeurs Intel vont garder pendant au moins 2-3 ans un gros avantage de compatibilité et de stabilité, quand bien même Apple a l'air de faire un bon travail avec la traduction x86 via Rosetta. J'ai été d'ailleurs personnellement scotché par le fait qu'il fasse tourner un logiciel de rendu 3D en temps réel en traduction, c'est quand même assez impressionnant. Je pense qu'il y a une nuance, si vous avez besoin d'un nouvel ordinateur, oui, investissez maintenant, n'hésitez pas, surtout si vous avez tendance à garder vos machines 2, 3, voire 4 ans, vous éviterez les premiers écueils des machines sous ARM qui sont très probables. Par contre, si vous avez envie d'un nouvel ordinateur, peut-être qu'effectivement vous devriez attendre un petit peu histoire de bénéficier des avantages inhérents des puces d'Apple, que ce soit en matière de performance ou d'autonomie, quitte à essuyer les plâtres des premières versions. Pour moi, c'est aussi simple que ça, et quoi qu'il arrive, les gens n'en faites pas un drame, gardez à l'esprit qu'au final on se moque du processeur que vous avez dans votre machine. Ce qui compte, c'est ce que vous arrivez à en tirer. Voilà, c'est tout pour moi. Au final, je dois dire que je me sens super heureux d'avoir de telles machines pour travailler au quotidien. C'est vraiment super agréable et je m'en sens vraiment, vraiment heureux, quoi, tout simplement. Puis voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est toujours aussi sympa après tout ce temps. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gens. Allez, salut.